Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde qui se tient dans le cadre d'App Innovation 2021. Aujourd'hui, autour de cette table ronde, j'ai avec moi des gens avec lesquels je vais pouvoir échanger sur la manière dont Babylou a intégré la solution OpenCell au sein de son SI. Pour évoquer cela en détail, je le disais, j'ai 4 invités avec moi. J'ai Cédric Bassaget, VP Sales chez OpenCell Software. Cédric, bonjour. Bonjour Thomas. J'ai également avec moi Patrick Butin, directeur BU, Utility des services chez EI Technologies. Patrick, bonjour. Bonjour Thomas. Il y a également Ilyes Mezroui, CRM Digital Manager France chez Babylou. Ilyes, bonjour. Bonjour Thomas. Et plus tard, nous serons joints par Thomas Benita, consultant, direction projet, qui a travaillé sur les tout débuts de ce projet. Et je le disais, il nous rejoindra un tout petit peu plus tard dans l'émission. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Cédric, est-ce que vous pouvez présenter OpenCell ? Alors OpenCell, en quelques mots, c'est un éditeur made in France qui propose... Oui, ça change. C'est bien de le préciser, surtout avec une audience plutôt orientée autour de la France. Donc un éditeur qui propose une solution en open source, particulièrement agile, qui va permettre de monétiser en fait tous les nouveaux services sur des modèles d'abonnement et de consommation à l'usage, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc on a une entreprise, par exemple, juste pour comprendre, on a une entreprise qui n'a pas forcément de solution de monétisation ou qui fonctionne à l'acte. Vous allez permettre avec votre solution de lui permettre de créer un système de paiement récurrent et ainsi de suite, c'est ça hein ? C'est ça, c'est souvent, on accompagne souvent une transformation du modèle économique. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans justement des nouveaux services, parce qu'ils vendent éventuellement avant one shot, des produits typiquement comme on l'a connu dans l'e-commerce par exemple, et ils vont de plus vers ce qu'on appelle le as a service. Donc on parle du mobility as a service, on parle de la plateforme as a service, donc tout tourne autour du service et ça il faut le monétiser et ça complexifie quelque peu, je dirais, la mise en place. Donc, on parlera justement de mise en place d'ici quelques minutes. Patrick, un mot sur EI Technologies. EI Technologies, eh bien, c'est un intégrateur français, lui aussi, qui est spécialisé dans l'intégration de Salesforce. Donc il y a 320 consultants aujourd'hui en France. Et c'est une société qui fait partie du groupe Cognizant depuis le printemps 2020. D'accord. Une acquisition donc récente. Alors je le disais en introduction, on va se concentrer sur Babylou et comprendre justement comment ils ont intégré votre solution, la solution OpenCell, avec EI Technologies. Pourquoi ? Et ça, on va le voir en détail. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez présenter Ilyes Babylou pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ? Bien sûr, volontiers. Donc, il faut savoir d'abord que Babylou est une marque française et belge. Cette marque appartient au groupe Babylou Family, qui compose une vingtaine de marques, présentes dans 12 pays à l'international, donc sur différents continents. Babylou Family accueille quotidiennement plus de 50 000 familles à travers nos 1000 crèches. Babylou Family, c'est aussi 12 000 collaborateurs passionnés par l'éducation, parce que l'éducation est finalement notre cœur de métier, au-delà de la partie care. Donc par care, j'entends place en crèche. Il est vrai qu'en France, on est plutôt sur le créneau 0-3 ans, donc à travers les crèches. En revanche, plus globalement, dans le monde, nous accueillons des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, et parfois même au-delà, jusqu'à 14 ans, voire 16 ans, notamment aux Pays-Bas ou à Singapour. D'accord, oui, je vous connaissais moi surtout pour votre activité française, alors que vous êtes dans d'autres pays dans le monde. Exactement. Juste peut-être une question sur les Pays-Bas, on trouve, vous allez jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire que vous avez autant la crèche que quasiment les débuts de ce qui correspond au CP chez nous. Exactement, jusqu'à 6 ans. Et l'activité After School, qui va jusqu'à l'adolescence, est une activité qui permet d'accueillir des enfants dans le cadre scolaire, notamment pour leur offrir des locaux et un accompagnement dans le cadre de leur scolarité. D'accord. Quel était votre modèle économique ? Quel est votre modèle économique ? On parlait au passé, on parlait au présent. Oui, parlons au présent. Nous opérons 2 modèles. Nous avons le modèle bien sûr B2C, mais également le modèle B2B. Et il faut savoir qu'en France, nous sommes essentiellement sur un modèle B2B. Et c'est d'ailleurs le modèle qui va nous intéresser aujourd'hui, car c'est ce modèle que nous gérons dans Salesforce et aussi dans OpenCell. Nous proposons aux entreprises un réseau de 450 crèches Babylou et plus de 2300 crèches partenaires
pour accueillir les enfants de leurs collaborateurs. Nos clients, finalement, sont des entreprises privées de toute taille. Nous avons des clients grands comptes, nous avons des clients PME, des professions libérales. Et nous avons aussi des comptes publics, notamment des ministères ou des collectivités. Finalement, dans le cadre du B2B, ça a l'air simple quand je le présente comme ça, mais il y a quand même une complexité à garder en tête, c'est que comme nous avons des clients grands comptes, leurs collaborateurs sont présents à la fois à Paris, à la fois en Île-de-France, mais aussi en région. Donc lorsqu'on va contractualiser avec ces clients-là, nous ne savons pas à l'avance quelles sont les crèches qui vont accueillir ces familles-là. Donc ça rajoute de la complexité parce qu'on doit être assez agile et flexible dans notre manière de contractualiser avec nos clients pour nous adapter à leurs besoins mais aussi à leurs contraintes. Et donc ça nous impose à finalement s'outiller de solutions qui nous permettent d'être agiles dans notre commercialisation, de pouvoir gérer cette partie assez complexe car nous avons beaucoup de paramètres à gérer dans le cadre des factures, mais ça je pense qu'on y viendra par la suite. Merci à vous, Ilyes. Alors, on va accueillir notre autre invité, Thomas Benita, avec lequel on va rentrer dans le détail et surtout revoir les prémices du projet. Merci. Alors, Thomas Benita, vous venez de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Alors, Thomas, merci. Vous êtes consultant, directeur de projet pour Disruptive Labs, et vous avez travaillé sur le projet justement d'intégration avec OpenCell depuis le début. J'aimerais savoir justement les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette solution. Écoutez, Babylou fête ses 18 ans cette année, ou a fêté ses 18 ans il y a quelques semaines. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une transformation digitale profonde qui a été engagée par Babylou il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et tout a démarré avec la mise en place de Salesforce comme CRM, avec un premier déploiement en 2018, qui nous a amené progressivement à gréer finalement cet équipement Salesforce de fonctionnalités supplémentaires pour mieux servir les clients de Babylou, clients entreprises et clients particuliers. Est arrivé le moment d'intégrer la facturation dans le CRM et s'est posé alors la question du meilleur outil à choisir. Et c'est là que, après un benchmark des différents acteurs sur le marché, pour des questions de performance notamment, sur la capacité à produire du calcul, à précalculer notre chiffre d'affaires en fonction de différents critères qui sont assez complexes, puisque Ilyes vous parlait tout à l'heure des modèles économiques B2B qui varient d'un type d'entreprise à une autre. On peut avoir de l'abonnement forfaitisé, on peut avoir de la consommation à l'usage en fonction du temps de présence, du temps d'accueil des enfants dans les crèches. On a différents types de clients, comme le soulignait Ilyes, de la très petite entreprise, voire profession libérale, jusqu'au ministère très grand compte et au milieu de tout ça, de grandes entreprises. Donc il nous fallait un outil qui soit agile, puissant et qui soit capable de gérer cette volumétrie de facturation très importante. L'avantage de cette solution, si je rentre juste un peu dans le détail, elle était facilement intégrable dans Salesforce. C'est aussi l'une des choses qui vous a fait la choisir. Oui, en effet, puisque nous étions Salesforce et que c'était le postulat de départ, il nous fallait une solution qui soit compatible Salesforce. On a retenu OpenCell, d'abord parce qu'il existait un connecteur Salesforce qui nous permettait de faciliter son intégration et de gérer au mieux la synchronisation des données entre les deux univers. D'accord. Donc, point technique qui est très important. Comment s'est déroulé le projet, Thomas? Et cette question, d'ailleurs, je l'adresse à Patrick et Cédric également. Comment s'est déroulé ce projet et quelles en ont été, justement, les étapes marquantes? Thomas, Cédric et puis Patrick. On peut dire que le projet s'est bien déroulé, déjà, c'est un bon point de départ. Une collaboration agréable. Tout le monde y a mis du sien pour qu'on arrive à délivrer ce projet-là, dans un contexte qui était très particulier, puisque une fois notre benchmark terminé, est annoncé le premier confinement par le président de la République. On a démarré le projet avec OpenCell 2 ou 3 semaines, je crois, après que le confinement ait commencé. Avec des équipes qui étaient tant côté Babylou
Babylou que chez l'intégrateur ou l'éditeur OpenCell, qui étaient éclatés à la fois en France, mais aussi à l'étranger, avec des équipes au Liban, des équipes au Maroc. Donc il a fallu gérer tout ça dans un contexte qui était peu évident. Et tout s'est très très bien passé. Pardon, Thomas, en termes opérationnels, comment est-ce que vous avez géré ça justement, et comment est-ce que vous avez, on en reparlera dans quelques instants je pense avec Patrick, mais comment est-ce que vous avez maintenu le contact régulièrement? Est-ce que c'était sur une base quotidienne? Est-ce que c'était sur une base hebdomadaire? Parce qu'en plus, sur un projet de cette ampleur, on peut imaginer que les prises de contact ne peuvent pas attendre forcément une semaine entière. Comment est-ce que vous avez justement maintenu le contact avec les équipes, notamment de l'intégrateur, qui était, comme vous le disiez, éclaté un peu partout? Écoutez, on était sous une grosse contrainte de timing, parce que, comme je le disais, le projet a démarré en avril. Il devait sortir avant la fin de l'année, pour des questions de clôture, d'année fiscale. Donc l'ambition était forte. 6 mois pour sortir un projet d'une telle complexité, c'était pas évident. Du coup, nous avons dormi ensemble. Au travers des liens, des outils qu'on a tous utilisés maintenant, de visioconférence, de Teams, de WhatsApp, et tout ce qu'on veut, on avait un contact, y compris WhatsApp, quand ça marche bien. Voilà, la plupart du temps, oui. Voilà. On avait un contact plus que quotidien, heure par heure, avec des points, des stand-up meetings, chacun chez soi, tous les matins, pour déterminer les tâches de la journée, et puis des débriefings tous les soirs, et des comités de pilotage hebdomadaires pour s'assurer de la bonne avancée du projet. Est-ce que cette manière de fonctionner a été alourdie par le contexte? Est-ce que, question peut-être plus générale, est-ce que vous auriez procédé différemment dans un contexte classique, normal? Qu'est-ce qui change en fait avec un tel contexte? Je me demande si ce contexte-là ne nous a pas aidés finalement, parce que une telle proximité, une telle fréquence de contact, lorsqu'on est dans une situation nominale, normale, où chacun est dans son bureau, est peut-être moins évidente. On était tous focalisés, on était tous accaparés par nos écrans, nos différents canaux de communication, et ça nous a peut-être d'ailleurs permis de garder le focus finalement et d'avancer sans perturbation. D'accord. Patrick, donc je le disais, hein, vous êtes l'intégrateur et technologie. Comment s'est passé le projet et comment vous avez vécu justement? Alors encore une fois, on parlera du contexte juste après, du contexte particulier, mais comment est-ce que vous avez vécu ce projet-là et pour vous, qu'est-ce qui constitue les étapes marquantes de ce type de collaboration? Alors, la première chose à noter, c'est que pour EI Technologies, en tant qu'intégrateur, c'était le premier projet avec OpenCell. D'accord, donc c'est un projet découverte pour nous de la solution, donc c'était un petit peu une aventure. Et donc ça a nécessité évidemment dès le début une présence des professional services d'OpenCell forte, puisqu'ils ont réalisé une bonne partie de l'intégration sur laquelle on n'avait pas de compétences particulières au départ. La deuxième caractéristique du projet, c'est qu'au-delà de l'intégration d'OpenCell, il y avait un système qui était existant de facturation qu'il a fallu décommissionner. Donc il y avait en fait deux versants de ce projet, à la fois l'implémentation d'OpenCell et le décommissionnement. Et ça a été ça a rendu un petit peu plus complexe, on va dire, l'ensemble du projet. Arrêtons-nous, Patrick, si vous voulez bien, sur cette question de décommissionnement. Quand on est une entreprise comme Babylou, notamment dans la période qu'on a connue, on ne peut pas arrêter le service, on ne peut pas arrêter la production. C'est clair. Les enfants continuent à être gardés. Alors, le premier confinement, c'était un peu moins le cas, mais en tout cas, par la suite, ça a été le cas. Il a fallu continuer à faire garder les enfants, ainsi de suite. Donc, Babylou avait besoin de continuer à facturer. Comment, justement, on s'assure que le système continue à fonctionner et comment est-ce qu'on mène également en même temps, vous l'avez dit, Thomas, un programme de cette ampleur? Quelles difficultés ça peut poser au quotidien? Alors, la difficulté, c'est que clairement sur la facturation, on est obligé d'être extrêmement rigoureux. On ne peut pas se permettre d'avoir une rupture dans l'ancien système et le nouveau système sur les facturations. Tout doit être absolument raccord. C'est une des difficultés. Donc, on reviendra peut-être après sur la reprise de données, mais c'est un point absolument crucial dans le succès du projet, le succès de la reprise des données. Au-delà de ça, le projet lui-même, il a été bâti de manière extrêmement classique, on va dire, avec une période de double run pour s'assurer
qu'on était bien. Mais encore une fois, c'est vraiment sur la partie reprise des données et en fait sur la partie données en général. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail en amont qui a été fait par Babylou sur la qualité des données et qui a permis finalement que la mise en production, sur laquelle on reviendra peut-être, qui était un moment vraiment fort et intense, cette mise en production s'est bien passée, même si elle a été copieuse, parce qu'il y avait eu un gros travail en amont sur la qualité des données par Babylou. Qu'est-ce que vous avez fait, Thomas, sur la qualité des données, justement? Comment est-ce que vous vous êtes assuré que les données qui passaient de l'ancien système au nouveau étaient les bonnes, qu'il n'y avait pas de doublons, qu'elles étaient justes, pour assurer justement que le nouveau système puisse fonctionner à partir de données correctes, qualitatives, et qu'on puisse continuer le business? C'était même un petit peu plus complexe que ça, parce qu'on avait deux anciens systèmes qui facturaient des prestations différentes et qui tournaient en parallèle. Et donc c'est ces deux systèmes-là qu'il s'agissait de remplacer par ce nouveau système, par OpenCell. Donc on avait finalement deux chantiers de reprise de données à mener de front. On a mené un certain nombre d'actions avec un appui fort de la direction de Babylou et de l'ensemble des collaborateurs de Babylou pour vérifier un certain nombre de données clés. On a normalisé aussi un certain nombre de données, ajouté des contrôles, des règles de validation pour s'assurer que tout serait conforme et adapté finalement à ce nouveau socle de facturation. Et puis, comme l'évoquait Patrick, cette stratégie avec non pas un mais deux double runs qu'on a menés, qui nous ont d'ailleurs pas mal occupé nuit et week-end avant le déploiement, qui nous ont permis du coup de déployer en conditions quasi réelles sur un environnement sandbox de pré-production l'ensemble des fonctionnalités et ainsi que l'ensemble des données qui avaient été reprises. Et du coup, d'ajuster également les mécanismes de reprise de données, de transformation éventuelle pour passer d'un système à l'autre. Cette mise en production, Patrick, comment est-ce qu'elle s'est déroulée quand on a... Alors, vous avez rajouté encore une couche de complexité supplémentaire. Comment est-ce qu'on assure une mise en production j'ai presque envie de dire normal, dans un contexte qui était vraiment, finalement, au départ, pas si simple? Clairement, alors, effectivement, donc, cette mise en production, alors, elle a été itérative, ce qu'expliquait Thomas, c'est-à-dire la période de double run a été mise à profit pour itérer, en fait, répéter sur de la sandbox toute cette partie de reprise des données et de déploiement de la nouvelle solution. Donc ça s'est fait effectivement dans un contexte où on était, les équipes ont pas compté leurs heures y compris nocturnes et y compris de week-end de temps en temps. Une préparation très précise de l'enchaînement des tâches. On avait un fichier Excel avec je ne sais plus combien de centaines de lignes qu'il fallait dérouler, genre la checklist de lancement d'Ariane. C'était impressionnant. Et donc on l'a rejoué plusieurs fois pour finalement arriver au bout de la 4-5e itération à un résultat qui était satisfaisant. Cédric, quelle part vous avez pris, quelle part OpenCell a pris dans ce projet? Vous êtes la solution donc qui est intégrée. Comment est-ce que vous avez participé à ce projet? Quels sont les moyens finalement que vous avez mis dans ce projet pour en assurer la réussite? Alors, vous l'avez compris, Thomas, ça a été dit et redit, il y avait beaucoup d'enjeux dans ce projet-là. Contextuel d'abord, on a déjà dit, des enjeux de temps, parce que quand il y a un projet, c'est que derrière il y a une attente business qui est forte, business ou réduction de coûts ou réduction de coûts, on va dire en général, donc une forte attente client. Et donc, j'ai envie de dire, nous, pour garantir le sujet, il faut déjà être capable de mettre à disposition des gens assez rapidement, des consultants de notre côté assez rapidement, parce qu'il fallait démarrer juste après qu'on soit mis d'accord sur l'aspect contractuel. Il fallait démarrer tout de suite derrière, donc il faut être capable d'assurer ça. Donc ça, on l'avait anticipé dans un premier temps, autant que faire se peut. Et puis, ça c'est une première chose. Et puis, alors, il y avait un enjeu pour nous qui était particulier, qui est lié à celui de IT, c'est que c'était notre premier projet commun. Et donc, hors de question de laisser nos amis seuls. Donc, on s'est fortement impliqué, comme on le fait toujours dans ce type de contexte-là. On a un modèle qui est un modèle indirect, donc on développe des partenariats avec des intégrateurs. Et donc, il y a toujours un premier projet, donc il est plus particulier que les autres, évidemment. Et donc là, comment ça s'est passé? En général, un peu comme on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on va travailler le MVP, ce qu'on appelle le MVP, le socle, en fait. On va nous prendre en main la mise en place de ce socle-là,
pour permettre aux partenaires de monter en compétence dans ce contexte-là et reprendre ensuite la suite, parce qu'il y a toujours une suite. Avec OpenCell, l'avantage, c'est qu'on peut aller très très loin dans l'automatisation qu'on peut faire des différents processus de l'entreprise. En général, on fait déjà l'urgence métier qui est attendue tout de suite, et puis après, on prend le temps de faire la suite un peu plus calmement. Et c'est l'objectif, c'est de passer ensuite le témoin pour que ça puisse être fait dans les bonnes conditions. Donc c'est ce qu'on a fait dans ce contexte-là, enfin je pense, voilà, qu'on a fait correctement. Je confirme. Je pense que ça a été réussi. J'ai presque envie de dire que pendant ce contexte, vous n'avez pas du tout été gâtés. Il y a eu une crise, Thomas le disait. Il y a eu, pour vos équipes au Liban, un événement très marquant. Il y a eu l'explosion d'un entrepôt. Alors c'était, je crois, un stock d'armes, je crois, ou je me rappelle plus d'engrais. Voilà, je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait. Mais donc explosion au port de Beyrouth. Une partie de vos équipes touchées. Comment est-ce que vous avez pu continuer à assurer j'ai presque envie de dire, le business quotidien dans un contexte aussi lourd finalement, parce que Covid d'un côté, Covid au Liban aussi, parce que le Liban n'a pas été épargné, explosion sur le port de Beyrouth. Comment est-ce que vous avez réussi à mener à bien un projet d'une telle ampleur avec un contexte aussi peu favorable ? Effectivement, les circonstances n'ont pas rendu les choses faciles, mais donc notamment par rapport à cet événement de l'explosion du port de Beyrouth, les locaux de e-technologie sont à Beyrouth. Hein, donc il y a eu, d'abord, on a eu quelques consultants qui ont été blessés, alors heureusement des blessures légères, hein, mais voilà, et les locaux qui ont été très touchés, les vitres, les plafonds écroulés, etc. Enfin bref, des dégâts importants. Alors il y a une résilience forte hein, chez les Libanais en général et dans nos équipes qui ont fait que ils se sont débrouillés d'abord pour trouver des onduleurs, trouver des groupes électrogènes pour pallier aux défaillances de la fourniture en énergie, utiliser la 4G plutôt que le Wi-Fi quand ça marchait pas, enfin bref, travailler chez eux quand les locaux étaient indisponibles, de sorte que finalement on a pu réduire au strict minimum l'interruption de service. Hein, ça a vraiment été de quelques jours. Mais au-delà de ça, il y avait aussi, je dirais, dans l'équipe, parce que je pense qu'une des clés de ce projet, ça a été qu'il y ait vraiment une équipe globale entre Babylou, OpenCell et UI Technologies. Donc il y a aussi eu une compensation, on s'est arrangé, on s'est organisé pour permettre aux équipes libanaises de retrouver une vie professionnelle normale et néanmoins faire avancer le projet entre-temps. Il y a une chose quand même que je voulais souligner là-dessus, c'est que Babylou a été extrêmement compréhensif, a toujours été dans le support, dans le respect des individus aussi, hein, la préoccupation des individus. Et je pense que, globalement, donc évidemment, ça a été extrêmement bien perçu, hein, toujours des recherches de solutions constructives. Et je pense que ça a été un facteur de motivation pour chacun des membres de l'équipe. Et je suis persuadé que ça a été un des facteurs qui a contribué au succès du projet. Thomas, ça a été apprécié chez vous, ça, le fait que malgré tout ce qui se produisait, et je reparle encore de cette explosion au Liban, eh bien les équipes d'EI, les équipes d'OpenCell continuent à tout mettre en œuvre pour assurer le suivi et la réussite du projet. Bien sûr, ça a été apprécié, mais comme le disait Patrick, notre première préoccupation a été pour les individus, les membres de l'équipe qui travaillaient avec nous, plus que pour nous. On a eu une communication qui a toujours été extrêmement transparente de la part de IT sur la situation, que ce soit celle de Beyrouth en particulier ou de manière plus générale sur le projet. Et le reflet finalement des valeurs de Babylou a permis, comme le dit Patrick, je pense aussi en effet de faciliter tout ça, de créer ce relationnel, cette complicité sur un projet d'une telle envergure. Encore une fois, on parle de centaines de millions d'euros de facturation, hein, c'est pas neutre. Et a permis que chacun prenne soin des autres membres de l'équipe et arrive à ce succès-là. Une dose d'humain dans un monde de technologie, ouais. C'est toujours apprécié. Comment votre relation, du coup, OpenCell et e-technologie a-t-elle évolué? Parce qu'effectivement, vous le disiez, Cédric, c'était une première. Est-ce que vous avez déjà, à l'issue de ce projet, commencé à vous projeter vers d'autres choses? Oui, alors c'est déjà le cas. Alors, juste, effectivement, je disais que dans le premier projet, on prend beaucoup la main.
dans les projets qui suivent, on va plutôt réduire notre participation à hauteur, par exemple, de 20%. Et puis, mais il faut toujours qu'on soit un peu présent pour, j'ai envie de dire, pour sécuriser le projet. C'est assez important, c'est attendu aussi par nos clients. Donc, on continue à travailler ensemble sous ce modèle-là. Donc, on est toujours très contributaires. Mais effectivement, maintenant, nos amis de IT sont montés en compétences. Donc, ça change pas mal la donne. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors, et ce qu'on a fait, donc là, on est sur effectivement d'autres projets dans différentes industries, puisqu'on a cette chance avec OpenCell de pouvoir être assez tout-terrain. Donc, ce qui nous permet d'attaquer d'autres industries. Donc là, on a des sujets notamment dans les médias sur la France. On a des sujets dans les postes, par exemple, même d'ailleurs à l'étranger, on a un certain nombre de sujets et d'autres avant-ventes qui sont aussi en cours. Donc voilà, bon, ça s'accélère pas mal en peu de temps finalement, puisque Babylou, on a terminé ça, je crois, il y a un an finalement, Moins que ça. Moins que ça, ouais. Si Noël. Oui, Noël, voilà, pas moins d'une année. Donc en plus dans le contexte qu'on connaît tous, voilà, donc je trouve qu'on avance très vite dans le contexte, malgré le contexte qu'on connaît, quoi. Patrick, un mot sur cette relation. Elle va croître et embellir, hein, j'en suis persuadé. Donc nous, notre objectif, donc aujourd'hui, effectivement, on a, je dirais, une maîtrise fonctionnelle de la solution OpenCell dans la partie qui a été utilisée par Babylou, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui vont au-delà, hein, dans l'offre OpenCell. En revanche, ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est de parfaire la maîtrise technique. Donc voilà, donc parmi les dossiers évoqués par Cédric, je suis persuadé qu'on va trouver de quoi atteindre justement cette autonomie qui n'est pas encore tout à fait le cas pour IT Technologies. On arrive à la fin de cette table ronde. J'aimerais vous poser une question. Patrick et Thomas, un ou deux conseils pour vous, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui se lancent, qui s'apprêtent à se lancer dans un projet pareil. Ils auront peut-être un contexte favorable que vous, mais un ou deux conseils pour réussir ce type de projet. Thomas, un ou deux conseils rapides pour vous. Qu'est-ce qui est absolument indispensable pour la réussite d'un type de ça? Je voudrais éviter d'enfoncer des portes ouvertes là-dessus, mais la transparence. Je pense que le partage des enjeux clés de part et d'autre, parce que l'intégrateur a aussi des enjeux clés, au même titre que l'éditeur peut en avoir, c'est essentiel. Donc cette transparence-là, on l'a trouvée sur ce projet-là. Ça a été un facteur clé de succès. Et puis, la fréquence des échanges. Je le mentionnais tout à l'heure, du quotidien, du horaire quasiment, c'est essentiel. La mobilisation des différentes strates managériales est importante, à la fois pour mobiliser les équipes de part et d'autre, mais aussi pour pouvoir arbitrer sur un certain nombre de décisions critiques qui peuvent être à prendre pendant le déroulé du projet. On parlait de double run tout à l'heure, il y a un certain nombre de contrôles très importants à mener et des validations managériales à acter finalement pour passer aux étapes suivantes. Voilà. Donc, fréquence des contacts, transparence, mobilisation de l'encadrement. Patrick. Moi, je mettrais l'emphase sur les données. La préparation du projet à travers tout un travail sur la qualité des données qui a été effectué, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement et qui garantirait le succès d'un plus grand nombre de projets, en tout cas qui aplanirait des difficultés qu'on rencontre, nous, comme intégrateurs, de manière extrêmement récurrente. Et le deuxième point, mais ça rejoint un peu ce que vient de dire Thomas, c'est tout l'aspect de la construction d'une équipe unique entre le client, l'éditeur et l'intégrateur. Et cette construction dépend notamment de l'implication managériale mentionnée par Thomas. Et je pense que ça, c'est ces deux points qui sont vraiment des facteurs de succès importants. Très bien. Messieurs, je vous propose de conclure la table ronde sur ces bons conseils. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Thomas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter d'autres contenus, d'autres webinaires et d'autres tables rondes durant tout cet événement. Merci beaucoup, bonne journée.